Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mes lectures, notamment mes coups de cœur lecture de ce début d'année 2026, donc de janvier à juin, cette première partie d'année. Je vais pas vous partager l'entièreté de ce que j'ai lu parce que j'ai beaucoup lu en début d'année et que ça ferait une vidéo vraiment très très longue, mais je vais me concentrer plutôt sur les livres que j'ai trouvé intéressants, un peu mes coups de cœur. Je me permets de prévenir que ça ne va pas forcément être des lectures ésotériques. C'est surtout de la fiction et il y a peut-être quelques essais, mais majoritairement on est sur des lectures de fiction, donc enfin voilà, les personnes qui cherchent des recommandations de livres ésotériques, ce sera pas sur cette vidéo, je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez, où je vous parle d'autres livres un peu plus ésotériques. Donc sans plus attendre, voici mes coups de cœur lecture de ce début 2026, c'est parti. Je me permets de préfacer cette vidéo par la petite présentation très courte de ce carnet de lecture. C'est pas sponsorisé, bien évidemment. J'aimerais beaucoup qu'on m'envoie ce genre de carnet. Mais donc c'est la première année que je fais un carnet de lecture vraiment physique auquel je me tiens. Habituellement, je me mettais plutôt sur des applis du type Goodreads, etc., où je rentrais un petit peu mes lectures. Et cette année, j'ai eu envie de faire un carnet que j'ai donc commencé en janvier. Il est assez joli, vous voyez, il y a des petites illustrations un peu tout le long comme ça. Alors en termes d'édition, donc c'est chez Hachette. Il existe toujours, mais il a plus une couverture bleue comme ça, si je vous dis pas de bêtises. Maintenant, il a une couverture mauve, lavande, enfin pas violet très pâle quoi. C'est toujours fait, je crois, par les mêmes personnes. Pour les illustrations, donc Alba Real, du coup, donc chez Hachette, je crois que ça fait partie de leur plus grosse vente en termes de carnet de lecture. Il est honnêtement assez bien fait. À l'intérieur, vous avez tout un tas de pages à remplir, de petites bibliothèques à colorier, les livres que vous avez empruntés, rendus acquis, votre tournoi de l'année avec vos livres préférés. Alors j'ai pas tout rempli de ce côté-là, vous avez même un truc un peu book boyfriend, book girlfriend. Bon, ça c'est pas trop ma cam, donc j'ai pas rempli perso, mais et des petits challenges que vous pouvez vous faire vous-même, du style un certain nombre de livres en un mois, ou un thème, ou voilà. Et un petit bingo aussi, vous avez la possibilité de vous faire un bingo littéraire. Honnêtement, il est assez chouette, il y a même des petits stickers à la fin que j'ai pas mal tapé dedans déjà. Ils sont assez jolis, je trouve que les illustrations sont vraiment sympas, ça fait un beau carnet, la couverture est en dur, elle a un côté un peu faux cuir. Le seul truc etc., notre avis, des citations. Je trouve qu'il y en a pas assez. Je suis là, on est en tout début juillet, et il m'en reste deux. Je trouve ça un peu limite. Du coup, alors bon, j'ai beaucoup lu cette année, hein, comme je vous disais, mais quand même, du coup là, ça m'a fait à peine la moitié de l'année, donc je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de pages de ce côté-là. Personnellement, pour pas passer à un autre carnet de lecture, parce que j'aimerais quand même le garder pour toute l'année, vu qu'à la fin, il y a aussi des pages de statistiques de combien on a lu, etc. Je pense que je vais juste rajouter des feuilles volantes qu'ensuite j'agraferai et que je collerai à l'intérieur, je pense, du carnet. Mais voilà, du coup, je voulais vous présenter ce truc-là parce que c'est un peu la première année que j'en remplis un et je le trouve honnêtement très bien fait. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. Et puis c'est aussi là-dessus que je vais me baser pour me rappeler toutes mes lectures, parce que comme je vous disais, il y en a eu pas mal et que je vais faire un petit choix dans ce que je vais vous présenter. Donc ça va me permettre d'avoir un petit peu sous le nez aussi mes lectures. Voilà. Je me permets aussi de vous dire que si j'ai l'air de transpirer et d'être au bout de ma vie, c'est parce que je suis au bout de ma vie. Il fait chaud dans mon logement, je suis exposé plein sud et c'est vrai que j'ai dû fermer un peu les fenêtres pour le son et pour pas que vous entendiez tout le bruit du dehors. Donc j'ai très chaud, si j'ai l'air d'être en nage, c'est normal. Donc sur ces belles paroles, le premier livre que je vais vous présenter, c'est l'un des plus gros coups de cœur, je pense, que j'ai eu dans ce début d'année. J'avais commencé à le lire en toute fin décembre, mais bon, la période des fêtes, etc., avait été assez agitée. Donc au final, j'avais commencé plusieurs lectures en même temps que j'avais pas fini, et donc je l'ai surtout lu en janvier.
Et à vrai dire, je l'ai plutôt écouté même puisque j'ai écouté le livre audio. Je vais essayer donc de vous mettre des images à chaque fois du livre ici. Il y aura évidemment les références de tous les livres dans la description YouTube aussi, avec les éditeurs, les auteurs, et cetera. Et donc pour certains, vous allez voir comme celui-ci, je les ai lus en livre audio ou bien sur ma liseuse, ou encore pour beaucoup, c'est la majorité ça je pense, je les ai empruntés à la bibliothèque ou à des amis, donc je ne les ai pas forcément tous ici. Certains, je les ai aussi revendus sur Vinted. Donc voilà, je pourrais pas tous vous les montrer de visu en main, mais je vous mettrai à chaque fois une image. Alors donc, ce premier donc, livre, c'est Mémoire de la forêt. Donc c'est le tome 1, puisque c'est une série en plusieurs tomes. Et le tome 1 s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Si vous me voyez regarder un petit peu comme ça, c'est parce que j'ai mon carnet pour me souvenir des auteurs, etc. juste en dessous. Et donc l'auteur, justement, c'est Michael Brun-Arnaud. Et l'illustratrice, c'est Sanoé. Donc c'est un livre effectivement jeunesse, mais honnêtement, je le conseille à tout le monde. De toute façon, vous allez voir, j'ai lu pas mal de fiction jeunesse en ce début d'année. Mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve extrêmement bien fait et on est plusieurs dans mes connaissances à l'avoir lu, à l'avoir beaucoup aimé, à être des adultes et à choisir ce livre quand même comme faisant partie de nos livres favoris. Le livre audio est très très sympa, il est narré par l'auteur, donc Michael Brun-Arnaud, et comment les livres physiques sont très très beaux aussi, puisque les illustrations de Sanoé sont vraiment magnifiques. J'ai un gros coup de cœur vraiment sur ce type d'illustration. Ils ont sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps les éditions collector, je crois qu'ils sont encore en train de les sortir, puisque donc il y a des espèces d'éditions un peu collector qui sont sorties pour chaque tome, mais même déjà les éditions classiques sont vraiment magnifiques. Et donc ce livre, très gros coup de cœur, il est magnifique, c'est écrit de façon très poétique, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, et ça parle pourtant d'un thème qui peut être un peu compliqué, notamment pour les enfants, mais compliqué pour tout le monde à aborder, qui est la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle dans ce livre, dans ce roman jeunesse, la maladie de l'oubli-tout, qui est la maladie donc qu'a Monsieur Taupe, donc Ferdinand Taupe. On est en fait dans un village peuplé d'animaux. Et donc ce sont des animaux un peu anthropomorphiques qui parlent, etc., qui sont habillés, qui ont tous une personnalité assez forte. Les personnages sont vraiment très réussis, je trouve, et souvent très drôles, très attendrissants. Et donc en fait on suit notamment le personnage principal qu'on va retrouver vraiment dans tous les tomes, même si on retrouve aussi d'autres personnages. Ça va être, comment il s'appelle déjà, Archibald Renard, qui est donc un renard, comme son nom de famille l'indique, et qui est libraire, et qui est fan de lecture, fan de livres, qui lui aussi un jour aimerait écrire son propre livre, et donc il est ami avec Ferdinand Taupe, qui est une vieille taupe, qui perd en fait doucement la tête à cause de la maladie donc de l'oubli-tout, et il va accompagner son ami dans une espèce d'aventure pour essayer de retrouver ses souvenirs, et notamment de retrouver la trace d'une amie très chère à lui qui s'appelle Maude. Donc on n'en sait pas beaucoup plus au départ, je vous donne pas beaucoup plus d'informations pour que vous puissiez avoir la joie, vous de votre côté, de trouver aussi un petit peu, enfin de découvrir l'histoire au fur et à mesure et les petits mystères autour de Maud, autour de la vie de Ferdinand, etc. Mais c'est vraiment un très beau livre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est écrit avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de poésie. Les illustrations sont magnifiques aussi. Ils ont fait pas mal de produits d'ailleurs dérivés du type sac, calendrier, etc. Et ils sont tous magnifiques. Moi, ma mère m'a offert le tote bag qui est vraiment très beau. Et enfin, voilà, c'est vraiment très sincère. C'est assez surprenant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas trop mis le nez dans du roman jeunesse. C'était un des trucs que je voulais un peu relire cette année, donc c'est mission faite, vous allez voir, j'en ai lu pas mal. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment fait avec brio. C'est pas neuneux du tout, et en même temps, c'est pas non plus super sombre, ce qui est difficile à marcher, je trouve, comme ligne quand on parle de sujets comme ça, un peu difficiles. Ça parle aussi de rapport à la mort, de rapport à la vieillesse, à l'âge, à la maladie, aux personnes qui aident les malades aussi. Il y a toute cette dimension que je trouve très riche
la nécessité de faire attention à soi quand on est quelqu'un qui s'occupe aussi des autres, notamment d'autres personnes malades. C'est plein de beaux moments et de belles phrases très très belles, très bien écrites sur l'amitié, sur le rapport intergénérationnel, etc. C'est vraiment très très beau. Et comme grâce au carnet donc, que j'ai rempli, à chaque fois j'ai pu mettre des petites citations que j'avais bien aimées dans les livres, je me permets donc de vous partager deux petites citations pour vous donner peut-être envie de lire et vous rendre compte un petit peu du style. Alors la première, c'est: accompagner quelqu'un atteint de la maladie de l'oubli-tout, c'est accepter d'apprendre à prendre le temps, celui de laisser faire, même quand l'autre échoue. Et la deuxième citation, c'est: comment ne pas avoir peur lorsque les portes du souvenir se ferment et que ceux qu'on aime restent coincés derrière. C'est vraiment très beau et je pense que c'est super important de faire lire ce genre de choses à des enfants. C'est des lectures intelligentes, belles, intéressantes et encore une fois, pour moi, pour des adultes, ça se lit très clairement avec bonheur aussi. Et je vous conseille l'audiobook si vous avez envie, narré de façon vraiment géniale avec toutes les voix, avec de la musique. Il y a vraiment un côté un peu petit théâtre, il est vraiment super. En deuxième coup de cœur que j'ai eu cette année, c'était une BD que j'ai empruntée donc à la médiathèque. Je vous mettrai donc une image ici. Elle s'appelle Mon ami Pierrot. Elle est faite par Jim Bishop, donc écrite et illustrée par Jim Bishop. C'est aux éditions Glénat. Et donc c'est une BD slash roman graphique. Elle a un peu une vibe, une énergie un peu de trucs des studios Ghibli, je trouve. Il y a vraiment ce côté assez onirique, assez avec des couleurs un peu pastel, mais en même temps des monstres et des personnages qui font un peu peur, avec des motivations morales qui peuvent être un peu questionnées, etc. On n'est pas là pour le coup sur un truc jeunesse, on est vraiment sur une BD adulte, mais avec des illustrations que j'ai adorées personnellement. C'est ça qui m'a en premier attiré vers ce livre-là, c'était vraiment les illustrations. Et au final, l'histoire m'a assez surpris. Je pensais pas tomber sur un truc aussi noir, entre guillemets, aussi borderline en termes de, de rapport entre les personnages notamment et de rapport à l'amour. J'essaye de pas trop vous en dire parce qu'il y a pas mal de retournements, un peu de situation dans la BD qu'on apprend sur les personnages, sur leurs pouvoirs, etc. Donc j'ai pas nécessairement envie de tout vous livrer, mais en gros pour faire court, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui est assez couvée par sa maman et qui souhaite en fait découvrir un peu le monde de la magie, etc. et un peu le monde aussi même des saltimbanques, il y a un petit peu ce côté-là. Et ses parents lui disent que c'est pas sérieux, c'est dangereux. Et qui va revenir la chercher un petit peu comme Peter Pan quoi, en passant par la fenêtre pardon de sa chambre, et qu'elle va suivre donc dans un espèce de une vie parallèle un petit peu de magie, etc., où elle va rencontrer tout un tas de sorciers, de personnages un peu mystérieux avec des pouvoirs, où elle finit par aller vivre avec lui, etc. Je vous en dis pas plus parce qu'après je risque de vous spoiler un petit peu. Mais voilà, si vous aimez bien la vibe un peu studio Ghibli, je pense que vous allez aimer ce livre-là. Si vous aimez aussi les aventures un peu magiques, les choses aussi quand même sur le féminisme, parce que je trouve que mine de rien, avec le discours, même si il est parfois dur à avaler parce que ouais, on va dire qu'il y a des choses au niveau du consentement, au niveau de tout ça qui sont un peu borderline. Ça parle pas non plus d'agression vraiment à proprement parler, mais on est sur des choses assez borderline en termes de rapport au personnage et à la relation amoureuse qui se crée. Mais malgré tout, il y a un vrai discours, je trouve, quand même féministe dans le fond, même si peut-être pas autant que dans d'autres BD du type Podom, etc. Mais très chouette quand même, donc voilà, je vous la conseille. Et donc je vous donne une petite citation pour vous donner un petit peu l'énergie de la BD, qui est donnée par un des personnages lorsque elle tire le tarot au personnage principal, à l'héroïne principale, et donc l'espèce de sorcière qui lui tire le tarot lui dit: le mât, la carte de l'originel, de la création pure, voilà ce qui se passera lorsque tu commenceras à t'aimer. En toi fleurira l'énergie de la folie, l'énergie de la lumière, de la vie, l'énergie de la liberté. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'ambiance aussi sur le fait de se réapproprier son amour pour soi-même plutôt que d'attendre celui des autres, etc. Très jolie BD avec des illustrations vraiment magnifiques que je vous recommande vivement.
Ensuite donc, retour vers de la jeunesse avec un album jeunesse de Jérémy Moreau, qui fait aussi de la BD d'ailleurs, pas que jeunesse, qui fait aussi des BD adultes. Mais là c'est donc un album, c'est plus un album que de la BD, hein, c'est vraiment fait pour être un album jeunesse. Mais là encore une fois, je trouve qu'il peut être lu vraiment par tout le monde, notamment avec le fond un peu écologique qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Jérémy Moreau. Et donc cet album s'appelle La Chambre de Warren, je pense. Euh, c'est chez Albin Michel, jeunesse, et donc là aussi je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je vous mets l'image juste ici. Pour ceux qui connaissent pas Jérémy Moreau, moi c'est une collègue qui m'a fait découvrir ça l'année passée. J'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment très très chouette. Il sort pas mal de BD que je vous conseille vraiment d'aller lire, et cet album jeunesse donc sur lequel je suis tombé en fouillant un peu dans les rayons de la médiathèque. Et j'ai tout de suite adoré les illustrations. On retrouve vraiment la patte de Jérémy Moreau avec ses couleurs aussi très spécifiques qu'il utilise un peu dans sa gamme de couleurs. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon, donc Warren, qui va accueillir au fur et à mesure dans sa chambre de plus en plus d'animaux, un peu pour les protéger de l'extérieur, et en fait ça, et notamment de cataclysmes un peu extérieurs, et sa chambre devient comme un espèce de havre de paix, un refuge, un genre de bunker mais naturel. Donc il y a un message écologique vraiment très fort, hein, effectivement, et on voit plein d'animaux, plein d'espèces, plein de plantes, etc. C'est très beau, c'est très poétique. Là aussi on retrouve vraiment la patte de Jérémy Moreau pour ceux qui connaissent. Je trouve que c'est vraiment dédié normalement à de la jeunesse, hein. On est sur un album, donc on est sur un truc qui peut se lire pour des petits, mais franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le conseille, il est vraiment très beau, très agréable à feuilleter, et les phrases, pareil, ont une dimension autre, je trouve, quand on lit ça. En tant qu'adulte, on a cette espèce de recul un peu qui est vraiment agréable, et ce côté un peu positif dans le rapport à l'écologie qui est vite très catastrophiste. Et là, il y a ce côté où oui, il y a des choses mal qui se passent, il y a des choses dangereuses, mais il y a cet espoir de si on vit tous ensemble, si on s'accorde avec la nature, si on aide la nature, elle nous aide en échange, on peut tous vivre et survivre grâce à ça. Il y a une vraie célébration, je trouve, du vivant, et un vrai espoir un peu pour les générations futures là-dedans, et je trouve ça du coup super que ce soit dédié justement à des enfants. Donc voilà, je vous conseille fortement La Chambre de Warren de Jérémy Moreau, et je vous donne donc deux petites citations. Première citation donc: finalement, Warren et ses amis sortirent tous danser comme des démons sous la lune rousse. Au bout d'un moment, la peur s'en alla et le dragon avec. Et donc deuxième citation: ainsi la musique s'éleva tout doucement, délicatement, les voix se tissaient les unes aux autres comme de la dentelle, le chant se faisait forêt, bocage et marécage. Et donc là aussi, c'est l'espèce de chant de l'écosystème, de tous les animaux en fait qui se mettent à chanter, et qui en fait un petit peu réparent et font vivre cet écosystème de la chambre de Warren. Donc voilà, très très beau livre, très poétique, que je vous recommande. Autre livre jeunesse maintenant que j'ai beaucoup aimé, mais cette fois-ci plus young adulte, ou en tout cas adolescent, c'est L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, donc qui fait pas mal de livres, hein. C'est une autrice qui publie beaucoup. Elle publie aussi d'ailleurs chez les adultes. Vous avez dû tomber, si vous lisez un peu du fantastique, sur ses livres. Je sais jamais si on dit Faye ou Faye, je crois qu'on dit Faye. Et donc L'Arpenteuse des rêves, donc d'Estelle Faye, chez les éditions Rajo. C'est un livre de fantasy slash fantastique, en tout cas monde dans lequel les personnes ont des pouvoirs, notamment l'héroïne principale, qui a donc ce pouvoir, comme le nom un peu du roman l'indique, d'arpenter les rêves, donc de rentrer en fait dans le rêve des gens, d'aller visiter le rêve des gens. Et donc ça, c'est un pouvoir qui existe effectivement au sein de ce monde-là, qui est même assez célébré dans des académies, mais qui est plutôt réservé à des personnes de statuts sociaux riches, de personnes de familles nobles. Mais elle, spécifiquement, elle a un pouvoir un petit peu différent, puisqu'en plus de pouvoir arpenter les rêves des personnes, elle peut rentrer dans leurs rêves et en rapporter un objet. Ça me fait penser un peu à Inception quand on dit ça, de juste aller déposer des trucs dans le monde des rêves, mais là c'est un peu l'inverse, elle peut rapporter du coup des objets vraiment physiques qu'elle a visités en rêve, donc voilà, qui disparaissent je crois à un moment donné, mais qui ont quand même une durée de vie du style 24 heures. Et donc cette héroïne qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne sais plus,
Lélio, je crois, je sais pas si c'est pas Lélio son nom. Mais bon, en tout cas, l'héroïne vit donc avec une espèce de famille un peu choisie dans les quartiers un petit peu pauvres de la ville, qui sont de plus en plus là aussi pollués, embués par un traitement des eaux et notamment des usines en fait de tissus et de choses qui sont utilisées pour un peu faire des vêtements et faire des parures, etc. pour les nobles de la haute ville. Et donc tout ça est très pollué, l'étang est de plus en plus pollué. Il y a même un animal un peu créature marine qui vit donc dans les eaux qui s'appelle Triton, il me semble, et qui lui aussi donc a perdu un peu toute sa famille. Tout ce monde-là disparaît. Et en fait, on va suivre ses aventures et suivre les aventures de cette espèce de famille choisie. On se sent vraiment faire partie des personnages, je trouve. Il y a ce truc qui ressemble beaucoup, euh, je trouve, en termes de à quel point on s'attache au personnage, à La Passe Miroir. Si vous avez bien aimé, je pense que vous aimerez beaucoup ce livre-là. On retrouve un peu cette ambiance-là, avec une héroïne peut-être, je trouve, un petit peu plus intéressante que La Passe Miroir, mais après c'est perso. Je l'ai trouvé peut-être un peu moins transparente. Je sais que certaines personnes ont fait surtout dans les premiers tomes de La Passe Miroir, de cette réflexion que l'héroïne était peut-être un peu trop transparente. Là, je trouve qu'elle a plutôt de la personnalité, elle est assez chouette. Et donc, on va suivre ce personnage qui va essayer de monter dans la ville haute pour tout un tas de raisons. J'essaye là aussi de pas trop vous révéler l'intrigue, mais notamment essayer de mettre en place finalement comme une espèce de prophétie qu'elle reçoit en rêve, puisqu'elle reçoit en fait des espèces d'informations d'une reine un peu oubliée en rêve. Et donc, comme elle a un rapport un peu particulier aux rêves, c'est des rêves qui sont à moitié réels, donc voilà, je vous en dis pas trop plus, mais en tout cas, c'est très cinématographique comme genre de livre. C'est très très bien décrit. Je trouve que les différences entre la ville basse et la ville haute, là aussi, apportent un discours social que je trouve vraiment intelligent, surtout pour des lectures d'ados. Là, il y a le côté, on peut retrouver un peu le côté un peu Hunger Games, ce genre de choses. Donc voilà, très très chouette livre à lire franchement un peu à tous les âges. Donc ouais, je recommande là aussi vivement L'Arpenteuse de rêve. Et donc je clôt ce petit coup de cœur par les citations que j'ai bien aimées. Donc la première: une peine profonde m'envahit sans que j'en discerne l'origine. J'ai l'impression que le froid et la brume lentement s'infiltrent jusque dans mes os, dans mes veines, que je ressens au plus profond de moi la mort qui gagne peu à peu le jardin. Et donc, deuxième citation: c'est un rêve, me répond-elle, très sérieusement, tout est possible dans les rêves. Donc voilà, très beau livre que je vous conseille donc également. Je passe maintenant à un livre qui n'a absolument rien à voir, puisqu'on passe à un essai politique, enfin des extraits d'articles plus précisément. Et c'est Comment naît le fascisme d'Antonio Gramsci. Je vais vous montrer le livre parce que pour une fois celui-ci je ne l'ai pas pris à la médiathèque et je l'ai encore chez moi, donc il ressemble à ça. Comment naît le fascisme d'Antonio Gramsci, donc édition Grasset, Les Cahiers Rouges. Alors c'est plus précisément un recueil d'articles et de textes écrits par Gramsci, donc qui sont pas beaucoup commenté, je dirais. J'ai pas l'impression que c'est extrêmement commenté. Il y a quelques notes qui précisent en bas de page des informations, mais on a surtout un peu les informations notamment biographiques, mais aussi idéologiques, etc., de Gramsci dans une préface qui est assez bien écrite et pas prise de tête à lire. C'est assez court, hein, comme vous le voyez, on est vraiment sur une petite sélection d'articles. En plus, voilà, vous voyez, les marges sont quand même assez importantes. Et donc, il y a certains articles qui sont plus ou moins étoffés, et chacun vient traiter un sujet un peu spécifique pour finalement nous présenter un peu l'œuvre de Gramsci. Donc voilà, ça nous parle des fonctionnaires, de la destruction de l'État, de la méthode militaire, de la réaction fasciste, de quoi des propriétaires et de la bourgeoisie, du niveau du chef dans une entreprise, de l'effondrement de la classe moyenne, etc. Enfin, on est vraiment sur les grands thèmes sur lesquels écrivait Antonio Gramsci. Très court à lire, il est à 10 euros, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il est à 10 euros. On est sur 111 pages, visiblement, j'avais noté ça. Donc voilà, je m'attarde pas énormément dessus, puisque c'est difficilement plus commentable que ce qui est déjà à l'intérieur, étant donné qu'on est vraiment sur déjà un condensé. J'ai mon chat qui est en train de faire de la merde, attendez.
Suzy, non. Non, Suzy, non. Quelle autorité ce mec? Elle avait volé la... Comment? Le petit truc touffu qu'on met sur le micro, là. Voilà. Tout ça pour dire, donc, c'est un... c'est assez court, c'est déjà un résumé en soi de l'œuvre de Gramsci et donc des opinions antifascistes, antitotalitaires. Voilà, à lire je trouve, hein, notamment dans le climat actuel, je recommande. Et une petite citation pour vous donner un petit peu le ton de lecture, puisque je sais que certaines personnes peuvent être un peu refroidies à l'idée de lire des essais, avec la peur que ce soit un peu trop lourd peut-être à lire. Cela je trouve reste assez digeste, mais histoire de vous donner une idée de la plume, je vous fais donc le premier extrait. Qu'est-ce que le fascisme considéré à l'échelle internationale? C'est la tentative de résoudre les problèmes de production et d'échange à coups de mitraillettes et de pistolets. Si ça vous fait écho avec Trump, c'est normal, tout va bien. Et la deuxième citation, donc, le fascisme s'est présenté comme l'antiparti. Il a ouvert ses portes à tous les candidats et en promettant l'impunité, il a permis à une multitude incompétente de couvrir d'un vernis d'idéaux politiques vagues et nébuleux un débordement sauvage de passion, de haine, de pulsion. Si ça vous fait penser à énormément de partis politiques actuels, c'est normal aussi. Donc voilà, encore une fois, je recommande, très bonne lecture, se lit facilement et simplement. Voilà, si vous voulez commencer à lire des lectures qui peuvent peut-être vous inspirer et vous apprendre des choses sur la politique et sur les mécanismes de la politique et vous montrer aussi que l'histoire se répète constamment, je vous conseille cette lecture. On reprend une tangente vers quelque chose qui n'a à nouveau rien à voir, vers de la BD adulte. Et donc c'est mon autre coup de cœur donc, de BD adulte, Dans la forêt des lilas. Donc écrit par Nathalie Ferlu et illustré par Tamia Baudouin aux éditions Delcourt. C'est là aussi une BD slash roman graphique. Pareil avec une héroïne comme personnage principal, avec des thèmes un petit peu similaires à celle de Mon ami Pierrot. On suit le quotidien d'une jeune femme qui est en train de devenir adulte, qui a perdu ses parents et qui se doit un petit peu de passer à ce truc de se marier, trouver quelqu'un, avoir des enfants, accepter un espèce de rôle de femme et de charge un peu qui lui revient. Sa sœur d'ailleurs l'épouse qui elle-même est très carrée, etc. Et il y a un peu une double difficulté pour le personnage du fait que visiblement elle est amoureuse de l'époux de sa sœur. Ou du fiancé, je crois pas qu'ils soient encore mariés, du fiancé de sa sœur. Et en plus qu'il y a un espèce de blocage un petit peu dans l'enfance. Et donc ça parle un petit peu du fait de grandir, du fait de laisser un peu ses rêves d'enfant, de se détacher de son imagination, etc. Et en fait c'est... la BD marche un peu sur une ligne entre rêve, onirisme, avec là aussi des trucs un peu magiques, un monde un peu forestier, etc. Avec des êtres magiques et des animaux qui parlent, etc. Qui font penser aussi là un peu peut-être à du Ghibli. Et quelque chose de beaucoup plus tangible, beaucoup plus noir dans la réalité de cette femme-là, puisque en plus on voit que on comprend en fait au fur et à mesure qu'elle est atteinte d'une maladie assez grave et qu'en fait sa santé est très fragile et que cette espèce d'échappatoire en fait qu'elle trouve dans ses rêves d'enfant qu'elle essaye de retrouver et de pourchasser, c'est aussi un échappatoire à ça, mais ça lui fait un peu aussi perdre la tête et aggrave un peu sa maladie physique. Les illustrations là aussi sont magnifiques, notamment toutes les illustrations qui se passent un peu dans cette espèce de forêt de ses songes, où on va retrouver un chat, il y a un espèce de cerf aussi, enfin de biche, de daim, et puis ce qu'elle appelle les lucioles étoiles, qui sont des espèces d'étoiles qui brillent comme des petits insectes autour d'elle. Et donc voilà, très, très beau livre je trouve, sur un peu, oui, ce qu'on est obligé de sacrifier parfois un peu au profit du fait de grandir, de laisser son enfance, de laisser tout ce monde un peu imaginaire. Et donc, petite citation donc pour vous donner un peu l'ambiance de la BD. Les lucioles étoiles ne sont pas de stupides bestioles. La biche disait que lorsque j'étais petite, que je jouais avec Minon, chaque fois que je disais « quand je serai grande, je serai ceci, je ferai cela », une luciole étoile apparaissait dans l'herbe et commençait à jouer avec les autres. Les lucioles étoiles sont de tout petits rêves. Donc voilà, très très jolie BD que je vous recommande aussi. Autre livre que j'ai emprunté à la médiathèque et que j'ai beaucoup aimé, c'est un manga, un one-shot, donc qui ne se suit pas, qui est juste vraiment un livre, qui s'appelle Love My Life.
qui est assez vieux, puisque visiblement il a été édité en 2004 en France, donc assez vieux manga, d'Ebine Yamaji, et qui est une romance lesbienne, avec là aussi le thème un peu passage à l'âge adulte, et puis évidemment coming out, homosexualité, etc., identité, tout ça. C'est très doux, très bien écrit, j'ai trouvé, et j'ai beaucoup aimé le style d'illustration. Ça faisait longtemps que j'avais pas trop lu des mangas, et ça faisait un peu partie des choses que je voulais me remettre à lire cette année, en même temps que je voulais me remettre à lire un petit peu de la jeunesse. Et donc je suis tombé là-dessus à la médiathèque, il m'a beaucoup plu, et effectivement je l'ai trouvé très sympa. Il se lit assez rapidement, hein, on est sur un one-shot pas très très épais. J'ai trouvé presque que les illustrations avaient un côté un peu comme celle du manga Nana, dont j'ai mangé le nom de l'auteur, avec notamment des personnages très élancés comme ça. Alors ça ressemble pas absolument aux illustrations de Nana, hein, mais ce côté personnage très très en longueur, et je trouve aussi dans la façon dont sont décrits un peu les sentiments, etc. C'est très joli, et donc voilà, c'est notamment autour de deux personnages féminins, et notamment l'une d'entre elles qui découvre un peu son homosexualité et le fait qu'elle est attirée par des femmes. Donc voilà, très joli manga dont je vous partage une petite citation. Ah, en vérité, l'avenir échappe à toute prévision, mais ça n'empêche pas que je suis moi, quoi qu'il arrive. Demain, on peut bien me critiquer, je ne renierai pas ma nature. Papa, maman, je suis heureuse d'être venue au monde, et ça, je serai toujours fière de le dire, en toutes circonstances. I love my life. Donc voilà, vous voyez, très, très doux et très plutôt plein d'espoir comme manga, donc très chouette. Là ensuite on est arrivé à la période de, je crois que on était encore en janvier, où j'ai commencé à lire des livres que j'ai beaucoup moins appréciés, donc je passe dessus. Il y avait notamment des albums jeunesse, du manga aussi, que certains j'ai vraiment pas aimé, d'autres m'ont juste laissé un peu indifférent, jusqu'à retomber sur un album jeunesse qui a probablement là aussi fait partie de mes vraiment très gros coups de cœur, et qui m'a fait énormément rire, qui s'appelle l'Hypermarket de Gilles Bachelet, donc écrit et illustré par Gilles Bachelet, aux éditions Seuil Jeunesse. Il est incroyablement drôle ce livre, vraiment, que vous soyez un adulte ou un enfant, ce livre est très très drôle, il est bourré de jeux de mots. Si vous aimez l'humour, un peu jeux de mots et situations un peu loufoques, etc., ça va beaucoup vous faire rire. Il se lit évidemment très rapidement puisqu'on est sur un album jeunesse, donc quelque chose qu'on peut lire vraiment en une fois pour raconter une petite histoire à des enfants, mais vraiment si vous tombez dessus dans une bibliothèque, ou que, enfin même vous avez envie de vous l'acheter, je vous le conseille. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont fait plus rire que ça cette année. Alors je sais que j'ai un humour un peu d'enfant, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup fait rire. Donc on suit un espèce de petit lapin qui veut partir à l'aventure, qui veut partir devenir un chevalier, un peu faire des quêtes, et qui se dit que bon bah pour partir faire sa quête, il va commencer à aller à l'hypermarché, et l'hypermarché en fait c'est un hypermarché pour les aventuriers justement, et donc on trouve des potions, des armes, des animaux de compagnie type dragon, enfin c'est vraiment voilà, et on suit en fait toute son aventure se passe dans le supermarché. Au final il ne part pas du tout à l'aventure, il reste entièrement dans le supermarché, et c'est déjà une bien grande aventure pour un petit lapin comme lui, et c'est voilà, c'est très drôle, c'est très loufoque, il y a plein de petites situations très drôles, et donc déjà juste le départ du livre, que c'est ça que j'ai mis en citation, m'a beaucoup fait rire. Le départ, c'est une conversation entre le petit lapin et la maman, et c'est lui qui commence en disant « Je m'en vais maman, bisous. Où vas-tu mon lapin? Je pars entreprendre une quête. » Une quête? Mais une quête de quoi? Elliot ne sait pas bien encore, il trouvera sûrement en route. Le monde ne manque pas d'injustices à réparer, de princesses à délivrer, de monstres à affronter et de trésors à découvrir. L'essentiel, c'est de partir. Donc voilà, c'est très sympa. Je vous le conseille. Je trouve que si vous connaissez un peu les œuvres de Claude Ponty, c'est assez similaire en termes d'humour un peu. Les illustrations, pas tellement, bien qu'on a des illustrations avec beaucoup de trucs aussi, avec sur certaines planches beaucoup de petits détails à regarder. Les illustrations sont vraiment très drôles elles aussi. On peut vraiment y passer du temps. Il y a le côté un peu Où est Charlie, on peut regarder et trouver plein de petits trucs drôles qui se passent dans les illustrations. Et en termes en tout cas d'humour, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à l'humour des livres de Claude Ponty. Je vous le conseille, franchement, il est très drôle. J'ai l'impression qu'en même temps que je vous fais cette vidéo, je suis en train de me liquéfier. C'est le cas, c'est le cas. On va essayer d'aller au bout de ces livres. Autre livre jeunesse que j'ai découvert juste après et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai
également emprunté à la bibliothèque chez Gallimard Jeunesse, donc c'est Blaireau a des soucis, il est assez connu, c'est de Yawin Oram, j'espère ne pas faire d'erreur en prononçant son nom, donc pour le texte et pour les illustrations de Suzanne Varley. C'est là aussi une histoire avec des animaux anthropomorphiques, et donc on suit un blaireau, et ce blaireau est triste, il sait pas pourquoi, mais il est triste, il a plus goût à rien, voilà, il passe une passe difficile, et en fait tous les animaux aux enfants comment gérer cette tristesse, que parfois il faut juste du temps, que parfois on peut rien faire et que même les choses qui nous apportaient du bonheur vont pas forcément nous apporter du bonheur et que parfois c'est juste bien d'avoir de la compagnie en se laissant aller mal jusqu'à aller bien. C'est très joli, c'est un super livre je trouve d'apprentissage en termes d'émotion avec beaucoup de réconfort à l'intérieur, très bien fait avec beaucoup de choses aussi autour de l'amitié. C'est un peu les mémoires de la forêt, mais pour les beaucoup plus petits. Et donc voilà, je vous le recommande, il est très chouette aussi. Et donc petite citation là aussi, pour vous donner un petit peu l'ambiance, c'est un dialogue donc entre Benjamin Blaireau et Théophile Taupe, qui est donc son ami, qui essaye de l'aider. Je suis désolé de cette situation, mais pour l'instant, vois-tu, je n'ai plus le cœur à rien. Et donc son ami Théophile Taupe lui répond « Ne te fais surtout pas de soucis, répondit Théophile Taupe avec gentillesse. Nous attendrons que tu ailles mieux. » Et puis deuxième citation, « Parce que vois-tu, tout le monde un jour ou l'autre a besoin de s'entendre dire « Combien on l'aime, acheva Taupe, et combien on l'apprécie, ajouta Blaireau en saluant très bas son ami Théophile. » Donc voilà, petit livre sur l'amitié et le fait de s'entraider quand on ne va pas bien. Très joli album jeunesse. Autre coup de cœur de roman graphique slash manga, je ne sais pas s'il est vraiment classé en roman graphique ou en manga, c'est d'un auteur coréen qui s'appelle Seong Ryul et ça s'appelle In Summer. Je l'ai pris aussi à la médiathèque. Ce sont des illustrations à l'aquarelle à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques. Juste pour les illustrations, honnêtement, ça vaut le détour. C'est vraiment un très beau livre. Et ce sont plusieurs histoires donc d'amitié notamment et d'amitié envers et contre un peu des événements difficiles, que ça puisse être du harcèlement, des deuils. Il y a un deuil d'animal notamment de compagnie, à la solitude, face aux difficultés de l'âge un peu adolescent. Donc tous ces thèmes un peu sont abordés au sein de différentes histoires avec différents personnages. Il y a des personnages principaux féminins, masculins, etc. Là aussi, je pense qu'il peut être accessible aussi à des adolescents, mais il me semble que c'est quand même plus fait pour les adultes à la base, le public cible. Très poétique, très joli. Et je vous partage donc deux petites citations. La première donc qui est dans la première histoire où un jeune garçon donc perd son chat qui est probablement mort, mais où il le cherche en fait sans vraiment savoir. Et donc la première citation, c'est un monsieur qui lui dit « Il faut qu'il pleuve pour que le chat parte dans un bon endroit. Quand les chats meurent, ils montent au ciel en empruntant un arc-en-ciel. » Et donc une autre citation donc, qui est dans une autre histoire avec deux jeunes filles, notamment je crois l'une d'elles qui est décédée, si je dis pas de bêtises. Je fais ce même rêve tous les soirs depuis que tu es parti, le rêve où l'on part ensemble vers la mer. Et effectivement, donc c'est toute une histoire qui se passe au bord de la mer, qui est très jolie. Voilà. On continue donc dans de la BD slash roman graphique, et là cette fois-ci plutôt dédié à la jeunesse, mais jeunesse je dirais young adulte, adolescent. Et donc c'est Johanna dans tous ses états de Lara Pickle, donc écrit et illustré par Lara Pickle chez Hachette. C'est un très beau roman graphique là pour le coup qui traite d'émotions mais vraiment plus dédié donc à des jeunes adultes et des adolescents. Ça parle notamment d'anxiété, de dépression, de confiance en soi, de comment vraiment gérer ses émotions avec un vrai fond un peu thérapeutique autour justement du fait de se faire aider et de se faire accompagner
accompagner donc par des psys, par des professionnels et de trouver des mécanismes donc pour gérer ses émotions, sa colère, sa peine, sa confiance en soi, etc. Et donc on suit le personnage d'une sorcière, d'une jeune sorcière donc qui déménage en fait à Londres toute seule pour la première fois donc de sa vie de jeune adulte et qui va commencer à travailler dans un endroit où ses idées sont pas vraiment respectées, elle est un peu mise à l'écart, elle a du mal au début à se faire un cercle social, etc. Et donc on va suivre un peu tout ça et je trouve que ce sont des thèmes qui résonnent beaucoup avec effectivement le départ dans la vie adulte de beaucoup de personnes, que ce soit pour des études ou que ce soit pour des emplois, quand on part un peu du cocon familial ou qu'on part un peu de ce cocon du collège, du lycée, où on est un peu plus pris en charge. Et honnêtement, c'est une très jolie BD qui parle aussi d'ailleurs de relations amicales, de relations amoureuses, super accessible, avec une représentation de personnages assez divers à l'intérieur, donc ça c'est cool aussi, et voilà, qui parle de sujets difficiles, mais sans forcément en faire non plus des tas et des tas. Ça parle anxiété, dépression, troubles alimentaires, thérapie, etc. Alors à savoir effectivement que ça peut peut-être être un peu lourd si vous êtes sensible sur ces sujets, mais à la fois donc c'est fait pour parler justement à des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur parle sur ce genre de sujet, et les morales sont vraiment bien travaillées pour pas que ça les mène justement à glorifier le truc comme un truc sympa, quoi. Donc voilà, très très chouette livre dont je vous partage à nouveau une citation. Les émotions sont une énergie vivante que nous devons comprendre pour les dompter et les adapter à notre personne. Nous devons leur montrer de l'empathie. Quand on ne s'occupe pas des énergies très puissantes, elles se transforment, elles deviennent sauvages et n'ont plus de limites. Je vous passe pas mal de livres, alors du livre jeunesse et surtout du roman que j'ai lu et que j'ai pas forcément adoré. Il y a notamment un Autombe, le Éloge de la lenteur, enfin ce genre de livre. Bon voilà, quelques essais aussi que j'ai trouvé bien, mais sans plus. C'était pas non plus... Ouais, c'était pas mes gros coups de cœur, donc je passe un petit peu là-dessus. Des trucs de commentaires aussi bibliques, donc pareil, c'est un peu niche. Je m'attarde pas énormément dessus. Par contre, en lecture qui peut être classée entre guillemets comme lecture un peu mystique ou lecture chrétienne, mais qui très clairement se lit sans ça, c'est un vrai classique, j'ai lu cette année Les Récits d'un pèlerin russe. C'était sur ma liste de lecture depuis un bon bout de temps. C'était ma mère qui me l'avait conseillé. Et donc c'est d'un auteur ou autrice inconnu. C'est édité chez Albin Michel, mais je crois qu'il est édité dans pas mal d'autres éditions. On suit donc, comme le nom l'indique, un pèlerin dans une Russie du 19e siècle qui en fait se laisse un peu porter par sa Bible et la nécessité, le désir de prier sans cesse. Comme c'est préconisé effectivement dans le texte biblique, et notamment en s'appuyant sur des livres de chrétienté plus orthodoxes et plus orientaux, donc notamment constamment. Hop, désolé, du coup la caméra s'est coupée, il n'y avait plus de batterie. Donc j'ai fait une petite pause, je reprends il me semble là où j'en étais, j'espère ne rien oublier. Mais donc j'étais sur les récits d'un pèlerin russe et je disais, je pense que effectivement ça paraît peut-être un peu très niche comme lecture et peut-être un peu vraiment très chrétien, etc. Mais je pense sincèrement que c'est pas le cas. Je trouve que c'est une lecture qui, si vous aimez la littérature russe du 19e, si vous aimez les écrits de Berberova, si vous aimez Tolstoï, notamment ses nouvelles, etc., je trouve qu'on retrouve un peu cette ambiance quand même très pleine d'encens et de mysticisme un peu, et enfin de rupture un peu de classe sociale, etc. C'est vraiment un très beau livre, il est bien écrit, il est très poétique, et il y a cet esprit effectivement quand même un peu mystique, mais qui, je trouve, est un mysticisme presque plus oriental que chrétien. Ça ressemble vraiment à des choses qu'on va pouvoir retrouver dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Avec notamment les mantras, avec ce genre de choses. C'est vraiment un très beau livre. Qu'on soit chrétien ou pas, je trouve que ça reste une très belle lecture et qui se lit en plus assez vite. Et généralement, vous pouvez le trouver en poche pour pas très cher, puisque c'est un classique maintenant. Et donc, je vous lis une petite citation.
histoire de vous donner un peu une idée du ton un peu de l'écriture. La prière du cœur, donc c'est comme ça que s'appelle la prière donc qu'il dit à Jésus. La prière du cœur me remplissait d'une telle douceur que je ne savais s'il y avait quelqu'un de plus heureux que moi au monde. Je me demandais quelle autre béatitude pouvait nous attendre dans le royaume des cieux. Et ce n'était pas seulement en dedans de moi-même que je le ressentais, tout mon entourage m'apparaissait sous une lumière attrayante, tout me poussait à adorer et à remercier Dieu. Les hommes, les arbres, les plantes, les animaux, tout me semblait apparenté. Partout, je trouvais l'image du nom de Jésus-Christ. Donc, livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu de la fiction et je voulais cette année, en plus de me remettre à lire du manga et du livre jeunesse, j'avais envie de lire un petit peu plus de littérature étrangère, notamment de pays dont je ne connaissais pas la littérature. Parce que j'ai lu pas mal d'auteurs russes, d'auteurs allemands, d'auteurs anglais. Ça fait vraiment partie des livres que j'ai pu pas mal lire. Et donc je suis allé chercher un petit peu plus du côté de l'Amérique latine, qui est une littérature que je connais pas vraiment. Et j'ai lu donc un livre de Luis Sepulveda, qui est assez connu, qui s'appelle Le Vieux, qui lisait des romans d'amour. C'est un classique. Très peu cher, donc moi je l'ai lu chez Point, donc les éditions Point, donc en format poche, et donc c'est un récit, un peu une espèce de tranche de vie sur un moment un peu précis, dans un village où, pour faire court, on suit un peu le quotidien et les réflexions notamment d'un vieux monsieur qui s'est installé là il y a des années et qui va se mettre à traquer une espèce de panthère, il me semble que c'est une panthère ou un tigre, je crois que c'est un genre de panthère, qui donc visiblement a tué des gens. Et lui, il a un point de vue un peu spécifique il a vécu pendant un temps avec des tribus donc de la forêt qui, je pense, est la forêt amazonienne, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc ça parle là aussi beaucoup de nature, de rapport à la nature, de rapport au progrès, de colonialisme, beaucoup évidemment, puisque c'est vraiment d'un point de vue d'une espèce de ville qui est remplie de colons. Donc d'écologie, de rapport à la mort, à l'être humain vis-à-vis de la nature, etc. C'est très bien écrit, c'est là aussi assez court, c'est un rythme et une plume assez sèche n'est pas le mot, mais assez intense, je trouve en tout cas. Mais c'est vraiment quelque chose dont j'avais pas vraiment l'habitude, effectivement, et c'était très intéressant de lire un peu plus ce point de vue-là. C'est une belle lecture et je vais essayer de me pencher un peu plus du coup sur effectivement des auteurs que je connais un peu moins et de pays que je connais un peu moins. Du coup, je vous conseille celui-ci qui se lit en plus très rapidement et l'aventure est assez haletante puisque du coup, on va suivre cette espèce de truc qui devient un peu une traque aussi à l'animal et qui remet en cause un peu qu'est-ce que ça veut dire l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce pouvoir de tuer, d'avoir ce pouvoir sur la nature, ce pouvoir sur les autres êtres vivants et ce pouvoir aussi sur les autres hommes. C'est vraiment une communauté assez isolée, remplie de colons et de rapports là aussi de pouvoir, donc c'est assez intéressant. Et j'ai trouvé ça assez poétique, pareil, la façon dont c'était écrit, donc je vous lis deux petites citations. La première, donc que voici. Ils aiment le voir, ils aimaient sa compagnie, mais ils voulaient aussi sentir son absence, la tristesse de ne pouvoir lui parler et les battements joyeux de leur cœur quand ils le voyaient revenir. Donc ça parle justement des personnes donc de la tribu avec qui il ne vivait pas tout à fait, mais avec qui il était en contact pendant très longtemps. Et une autre petite phrase, puisque du coup, évidemment, c'est un livre, donc comme son nom l'indique, ce monsieur est un grand lecteur et notamment il est fan de romans d'amour et donc ça parle aussi de l'amour des livres, de l'amour de la lecture et du désir de ça puisque le monsieur apprend à lire tout seul dans le roman justement. Et donc l'autre citation que j'ai beaucoup aimée dans ce livre c'est « Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse, il savait lire ». Donc voilà, très, très joli livre que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu mon premier livre de François Cheng. Ça faisait un bout de temps que je voulais tenter de lire du François Cheng. J'avais déjà lu quelques-unes de ses poésies, mais pas forcément un livre en entier. Et là, j'ai lu donc son livre qui est sorti en 2025, l'année dernière, qui s'appelle Une nuit au cap de la chèvre. Alors celui-ci, je l'ai sous la main, je crois. Il ressemble à ça.
donc c'est chez c'est chez Albin Michel, et donc de François Cheng. C'est un espèce d'essai autobiographique slash poétique, de réflexion, de pensée, comme on a déjà écrit quelques-uns François Cheng. Celui-ci se passe en Bretagne. Je pense que c'est pour ça qu'il était un peu mis en avant là où j'étais aussi, parce que bon, je vis en Bretagne maintenant. Et donc très beau, vraiment très très beau, extrêmement poétique. Donc c'est une réflexion sur le fait de vieillir, sur un peu les instants importants de sa vie, et un peu un espèce de bilan finalement. Avec notamment une visite assez intéressante et poétique évidemment du mythe d'Orphée. Donc si vous êtes un peu intéressé par ce genre de choses, et pareil avec quand même aussi des sous-tons entre taoïsme et chrétienté, puisque du coup François Cheng est effectivement ce sont des thèmes qu'il met beaucoup en avant si vous l'avez déjà entendu parler dans des interviews, et si vous avez déjà lu même quelques autres extraits de ses œuvres. Donc voilà, le taoïsme et la chrétienté, c'est deux choses dont il parle assez souvent. Et là, il parle aussi donc de mythes et de d'autres écrivains qu'il a beaucoup aimés, qui ont formé un peu sa vie d'auteur et puis de traducteur aussi, notamment Rainer Maria Rilke, donc qui a écrit Lettre à un jeune poète, qui est un grand classique que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, très très beau livre dont j'ai énormément aimé la poésie, que je vous conseille. Ça m'a donné beaucoup envie de lire du François Cheng un peu plus. D'ailleurs, il y en a un autre dans mes coups de cœur un peu plus tard que j'ai lu aussi, vraiment très beau, se lit assez rapidement, et donc je vous donne une petite citation pour vous donner envie et vous donner un peu l'idée du style d'écriture. La mort d'un être est-elle un plongeon instantané dans le néant? Nous avons tendance à le penser, tout en ayant raison de ne jamais nous y faire. S'être engagé corps et âme dans l'aventure de l'être, et puis se voir effacé sans laisser de traces comme si de rien n'était, j'affirme, comme l'a fait le poète Rainer Maria Rilke, la mort est un ouvert, elle donne accès à la transformation. Donc voilà, vous savez sans doute, si vous avez déjà regardé pas mal de mes vidéos et de mes partages, que c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup lire, le sujet de la mort et du point de vue de la Renaissance, de l'ouverture, de tout ça. Et c'est un sujet que je lis évidemment beaucoup à mon culte ancestral, et à voilà, toute cette poursuite un peu que j'ai dans ma pratique spirituelle. Je trouve que c'est un très bel ouvrage sur le sujet, et qui est vraiment très lumineux et plein d'espoir. Je sais que quand on parle de sujets un peu sensibles comme ça, et notamment comme la mort, ça peut faire peur un peu de lire là-dessus. On peut se dire que c'est une lecture qui va être un peu rude. Je trouve vraiment que c'est pas le cas. C'est une lecture qui est extrêmement lumineuse, et que je vous conseille sincèrement. Ensuite, autre livre que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai revendu sur Vinted depuis, donc je ne l'ai plus en main, je vous en mets une image ici, c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il avait fait pas mal de bruit à sa sortie, il était sorti l'année dernière, en 2025. Ça faisait partie pas mal des coups de cœur qui revenaient chez les libraires. Il était sur ma liste de lecture depuis un sacré bout de temps, je l'ai enfin lu, je l'ai adoré. Il est magnifique, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un livre donc où on suit un journaliste qui est envoyé donc à Gaza, et qui en fait nous raconte un peu voilà ce qu'il voit sur place, et notamment sa rencontre avec un vieux monsieur libraire qui donc est assis sur le pas de sa librairie, et avec lequel il va se mettre à échanger. Et donc ce vieux monsieur va lui raconter son histoire de vie, en fait, son récit, notamment toute son enfance à grandir dans la bande de Gaza, à devoir un peu être exilé comme ça au fur et à mesure de tous les lieux qu'il fréquente, et vivre à chaque fois dans des espèces de camps de fortune, etc. Et donc ils discutent l'un et l'autre aussi via un peu des lectures communes, notamment des lectures que lui conseille donc le libraire de faire, et donc en même temps que ce vieux monsieur lui raconte sa vie, sa famille, ses frères et sœurs, les amis qu'il a pu gagner, perdre, etc. C'est très beau, très bien écrit. Là aussi, je sais, on dirait que le sujet peut paraître très lourd. Alors c'est clairement un sujet d'actualité, effectivement, c'est pas
que j'ai bien aimé, mais c'est sincèrement quelque chose qui me touche beaucoup quand je trouve cette espèce d'ouverture de poésie sur l'humanité un peu et sur les liens entre les gens, sur l'espoir au milieu de la dureté de la vie. Et ça, c'est vraiment un livre qui parle complètement de ça. Il est très bien écrit, il est bouleversant de sincérité tout en n'étant pas noir, et ce qui je pense est quand même très difficile étant donné le sujet. C'est magnifique, c'est vraiment un livre qui, plus que finalement le sujet de Gaza et de la bande de Gaza, va parler de l'espoir, je trouve, et de ce qui nous reste quand on perd un peu tout. C'est vraiment très beau, et donc je vous partage ce petit extrait. Il a su trouver une manière de nous dire qu'il nous aimait. Nous le savions dans la façon dont il se levait avant l'aube pour nous assurer un peu de chaleur, dans ses encouragements répétés pour nous voir étudier, grandir, partir. Et c'est ce langage-là qui m'a appris l'amour, celui qu'on entend dans les silences. Donc ça, c'est le personnage donc le vieux monsieur qui raconte son lien à son père, et donc qui décrit son père comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses assez universelles qui sont partagées dans ce livre-là. C'est une lecture que je vous conseille. En plus, il est sorti en format poche il n'y a pas très longtemps, je crois, donc normalement, vous pouvez l'avoir pour un petit peu moins cher en ce moment. Ensuite, j'ai lu quelque chose sur lequel je ne m'attarde pas, c'était des essais de Sénèque qui m'ont fortement ennuyé, que j'ai pas franchement trouvé intéressant. Voilà, pareil, j'ai lu d'autres trucs un peu plus de commentaires bibliques, pareil, pour certains plus ou moins intéressants. Je vous passe directement à mon autre très très gros coup de cœur qui je pense fait partie sans doute de mon top 4-5 de l'année là pour l'instant, qui est un roman graphique slash album jeunesse dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie en 2020. C'est L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. Qui est donc traduit de l'anglais, donc illustré et écrit par Charlie Mackesy. C'est un très très beau livre. C'est là aussi plutôt destiné normalement à la jeunesse, mais peut se lire vraiment pour tout le monde. C'est vraiment ce genre de livre universel, un peu comme Le Petit Prince. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté qui ressemble un peu au Petit Prince, extrêmement doux, avec un discours sur l'amitié, sur le fait de devenir soi, de s'accepter, de se laisser le temps de ressentir ses émotions, etc. Là aussi, je réutilise le même terme, mais c'est d'une très grande poésie, que ce soit les illustrations qui sont magnifiques, qui sont faites, j'ai l'impression, au pinceau ou à l'aquarelle. Je ne sais pas quel médium il utilise, mais c'est vraiment très beau. Et donc l'histoire qui est un petit enfant qui discute en fait avec donc un cheval, une taupe, un renard, en fait ils échangent chacun dans des dialogues, en fait un peu comme le petit prince échange avec le renard et puis échange avec sa rose et avec les différents personnages des planètes qu'il visite. C'est un peu ça, et en fait chaque discussion va mener à des espèces de petites réalisations de vie de bout en bout. Ça fait vraiment du bien, et surtout quand on va pas bien, quand on est quelqu'un qui peut douter, qui peut avoir des grands accès de tristesse, de manque de confiance, de solitude, de tout ça. Je trouve que c'est extrêmement rassurant à lire, et je vous le conseille, peu importe l'âge. Là vraiment aussi, c'est vraiment comme Le Petit Prince, ça se lit à tout âge, et à chaque fois qu'on le relit, je pense qu'on peut en puiser de nouvelles choses. Donc je vous partage trois petites citations que j'ai beaucoup aimées. La première: « On a encore tant de chemin à parcourir, soupira l'enfant. Oui, mais regarde, on vient de si loin, dit le cheval. » La deuxième, donc citation: « Notre manière de réagir aux choses est notre plus grande liberté. » Et la troisième citation: « Quand les choses deviennent incontrôlables, concentre-toi sur ce que tu aimes autour de toi. » Donc voilà, très très doux comme livre, et je vous le conseille beaucoup. Autre livre jeunesse, qui est un manga jeunesse cette fois-ci, c'est Un été à Tsurumaki de Shinya Komatsu, aux éditions Imo. C'est un très très beau livre. Il avait reçu, je crois, le prix d'Angoulême il y a quelques années de ça maintenant. C'est un manga donc qui se lit en une fois, un manga one shot
Et on va vite se rendre compte qu'il y a des petits événements magiques qui se créent autour de lui, notamment au niveau de la nature et de petites fées, du monde de la nature, notamment de petites fées qui sortent de plantes que lui seul semble pouvoir voir et qui vont l'emmener dans des endroits un peu magiques où il va découvrir tout un tas de choses. Là aussi, il y a un vrai discours, un peu comme dans La Chambre de Warren, écologique. Alors c'est pour les un peu plus grands que juste un album jeunesse, mais c'est aussi pour ça que là, je trouve que vraiment, qu'on soit adulte ou enfant, c'est un livre qui se lit très bien, parce que donc ça parle beaucoup du rapport de l'homme à la nature, d'écologie, mais pas de façon un peu casse-tête entre guillemets, c'est vraiment un rapport aux plantes. En plus, le père donc du petit garçon travaille dans un jardin botanique, et en fait, au fur et à mesure, les plantes, à cause d'une petite erreur qu'a fait le petit garçon, les plantes vont en fait prendre le dessus complètement sur le monde des humains, sur le goudron, sur les maisons, sur tout, et complètement tout envahir. Et en fait, c'est vraiment un truc sur un peu l'équilibre entre le monde naturel et le monde un peu plus de la civilisation contemporaine, et les humains et les plantes. Là aussi, je trouve qu'il y a une petite énergie, une petite vibe un peu studio Ghibli. Les illustrations sont vraiment très très jolies. Et donc je vous partage une petite citation donc d'un personnage à un moment donné qui est scientifique, qui travaille au parc botanique avec le papa, et qui décrit un petit peu des événements un peu similaires de la nature qui déborde un peu comme ça sur le monde humain, et d'événements un peu magiques. Il existe une croyance populaire au sujet des étoiles des bois, donc qui est une plante. On raconte que des choses étranges se déroulent les années où elles fleurissent. Il y a environ 20 ans, de nombreux melons ont poussé à l'intérieur de pastèques et inversement. Donc voilà, c'est très loufoque, il y a un côté assez rigolo là aussi, avec un espèce de tanuki aussi qu'on voit réapparaître plusieurs fois. Le directeur aussi du jardin botanique qui est très loufoque, un peu foufou, enfin voilà, c'est vraiment sympa, un univers très rigolo que j'ai beaucoup aimé. Je vous passe là aussi quelques lectures qui n'étaient pas forcément mes préférées, pour vous partager une autre lecture donc de François Cheng que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Assise, une rencontre inattendue, chez Albin Michel, toujours donc, et qui est à nouveau, un peu comme l'autre, un genre d'essai autobiographique, mais aussi biographique sur François d'Assise, où en fait François Cheng nous raconte donc l'origine du choix de son prénom, puisqu'il ne s'appelait pas François Cheng à la base, et donc l'origine du prénom donc français qu'il a choisi en arrivant en France, et donc aussi le personnage du saint François d'Assise, donc en mêlant ça à des événements de sa propre vie. Là aussi, c'est très joli, ça m'a fait penser un petit peu au Trébat de Christian Bobin, si vous l'avez déjà lu, qui est aussi un très joli livre que je vous conseille. Donc là aussi, on est sur des réflexions en soi chrétiennes, puisque ça parle d'un saint, mais qui reste assez universel, je trouve, en termes spirituels, et qui sont là aussi très poétiques, donc avec ce style de François Cheng. Je vous partage donc une petite citation qui, je trouve, démontre assez bien le ton du livre. « Par-dessus mon épaule, sa voix résonna à mon oreille. Ne sois pas accablé par la tristesse. Songe que cette lumière née de la nuit est dispensée partout et à tous. Elle ne cloisonne pas, elle élève. Elle ne sépare pas, elle réunit. Et de m'inviter à voir plus loin que le ciel étoilé, à déceler la présence des présences, qui nous donne à boire un lait autre que celui versé par la Voie lactée, le lait de compassion et de tendresse. » Donc voilà, c'est effectivement une vision quand même, certes de Dieu, mais d'un univers avec un grand U, on va dire, assez douce et assez paternelle, maternelle. Donc voilà, je vous le conseille aussi, il se lit très rapidement, et il se termine en plus par le Cantique des créatures, donc écrit par François d'Assise, qui est un très beau cantique donc sur la joie un peu de la création, et qui, là pour le coup, je trouve effectivement, pour un écrit d'un saint chrétien, est un écrit que je trouve, par la façon dont il est écrit, extrêmement animiste. Vraiment, si vous êtes intéressé par l'animisme, je trouve que la lecture du Cantique des créatures, qui est vraiment un petit cantique, c'est un genre de poème que vous pouvez retrouver sans doute sur internet, qui est pas très très long, je trouve que c'est un texte qui résonne
aussi pour les animistes et pas seulement donc pour la chrétienté, mais voilà, je vous conseille en tout cas cette lecture. J'en zappe à nouveau quelques-unes qui m'ont un peu moins intéressé pour vous parler d'un livre qu'on m'a prêté, que je n'ai donc plus, que j'ai rendu à l'ami qui me l'a prêté, et qui s'appelle Post-romantique, comment moins d'amour, je sais plus quel est le sous-titre, c'est je crois comment moins d'amour pourrait sauver euh, le couple et la société, un truc comme ça, je vous remettrai le truc ici, donc d'Aline Laurent Maillard, chez donc les éditions J.C. Lattès. C'est un essai donc queer sur notamment l'aromantisme et la sexualité et des propositions de façon de vivre en dehors des codes du couple et notamment en dehors du couple hétérosexuel cisgenré. C'est une vraie ode, je trouve, à la possibilité de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'aimer, que ce soit au sein de couples, que ce soit au sein de familles, que ce soit au simple d'amis ou de relations encore autres que ça. C'est extrêmement rafraîchissant, surtout que le sujet de l'aromantisme et de la sexualité, c'est vraiment pas un sujet qui est beaucoup traité, je trouve, et lorsqu'il l'est, il l'est de façon assez limitée, notamment pour l'aromantisme, parce qu'encore la sexualité, on a eu quelques livres sur le sujet, même si c'est pas forcément les plus fournis, mais l'aromantisme, j'ai vraiment rien en tête que j'ai pu lire sur le sujet. Voilà, moi en tant que personne asexuelle, c'est vrai que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé super intéressant du point de vue d'une personne en plus qui donc élève un enfant seul, donc avec aussi beaucoup de sujets sur le fait d'être parent, enfin la parentalité en dehors justement du couple et notamment de la figure du couple hétéro, et ça remet un peu en question ces exigences en fait sociétales qu'on a vis-à-vis du couple et vis-à-vis de la sexualité et ça permet de voir ça comme étant quelque chose de quand même beaucoup plus construit que ce qu'on ne pense. Il y avait quelques trucs que j'avais déjà lus effectivement sur le sujet qui remettaient un petit peu en cause quoi, le couple comme une finalité et comme un truc évident qui a toujours existé, en tout cas toujours existé tel qu'il existe à l'heure actuelle, et je trouve ça très intéressant parce que encore une fois, on n'est pas sur un livre qui parle de solitude. Même si ça inclut aussi la possibilité d'être seul, on est quand même sur un livre qui donne beaucoup d'espoir sur le fait de proposer d'autres notions de vivre ensemble au-delà du couple, incluant aussi le couple, mais au-delà du couple. Et c'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est écrit de façon très accessible, c'est pas prise de tête, il est un peu long peut-être pour certaines personnes, mais il est très bien découpé en chapitres et blindé de références culturelles et de références aussi de recherche et de sondages, etc., qui ont pu être faits et qui prouvent en fait effectivement pas mal de choses que l'auteur avance. C'est un très beau livre, je remercie vraiment mon ami Evan de me l'avoir prêté. Voilà, je vous le conseille sincèrement, je vous laisse avec deux petites citations pour vous donner envie de le lire. Donc la première: à force d'être évoqué et valorisé, le sentiment amoureux est passé d'une possibilité agréable à une étape évidente de la vie, avant de devenir un critère incontournable du bonheur. Et deuxième citation, donc, qui parle de l'amitié: cette relation, donc en parlant de l'amitié, qui est l'un des rares liens sociaux sans hiérarchie, est un excellent lieu pour expérimenter des nouveaux modèles de vie domestiques et économiques. Donc voilà, c'est deux petites citations. Il y en a sans doute des plus intéressantes, mais j'avais pas beaucoup de place sur mon carnet et c'était des assez grosses citations, mais vous pourrez en trouver sur internet facilement. C'est un livre que je vous conseille, même si vous ne voulez en lire qu'une partie, parce que juste certains chapitres vous intéressent. C'est un vrai essai queer féministe sur la sexualité, sur l'aromantisme, sur la place des femmes dans la société et les femmes au sein du couple, notamment du couple hétéro, et le rapport homme-femme. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Excellent essai, probablement là aussi dans mon top 3 facile de lecture là pour l'instant de l'année. Excellent livre. Et on arrive doucement donc sur mes lectures de fin juin. Un autre roman young adulte / adolescent, je le classerais plus dans du young adulte quand même parce qu'il y a une scène légèrement explicite. Bon, explicite
Pour des adolescents, hein, ça décrit pas non plus incroyablement, mais il y a une scène où deux personnages font l'amour, donc voilà, peut-être pas à mettre entre les mains de quelqu'un de 12 ans, mais très chouette livre qui s'appelle Cours particuliers pour druidesses débutantes de Mathilde Gonnet. Et qui ressemble à ça. Celui-ci, je l'ai encore en main, je vais peut-être le revendre, je sais pas si je le garderai, mais j'en profite pour vous montrer qu'il a un très très joli jaspage sur les côtés. C'est vrai que c'est de plus en plus maintenant que les éditions, pour les grands formats, que ce soit en jeunesse ou en fantasy ou en romantasy, font des jaspages un peu jolis comme ça. Très chouette livre, avec un petit côté Harry Potter, mais si le personnage principal était une femme qui découvre elle aussi donc qu'elle a des pouvoirs, et aussi si Harry Potter était un univers inclusif, sympathique et que l'auteur n'était pas transphobe, voilà. Mais sinon, très chouette livre, donc où on suit une jeune fille qui s'appelle Lénaïg, qui a été adoptée, qui est très proche de sa famille adoptive et notamment de sa sœur qui s'appelle Kaya, je crois, et qui découvre donc un jour que en fait sa mère n'était pas décédée, que sa mère vient de mourir et que elle a hérité de pouvoir en fait magique de la part de sa mère, notamment de pouvoir de druide, et qu'elle va devoir aller un peu défendre tout ça au sein d'un espèce de tournoi, un petit peu comme le tournoi de la coupe de feu dans Harry Potter, il y a un petit peu de ça, et avec un fond de romance du coup sur donc le personnage principal, mais pas que. Je vous en dis pas beaucoup plus pour pas vous spoiler, mais c'est une jolie histoire. Il y a un petit côté enemies to lover, mais c'est pas non plus ennemi. Et pour une fois, les personnages ne sont pas toxiques, donc on dit oui. C'est un très sympathique roman jeune adulte de fiction magique, mais dans un setting contemporain. Qu'elle va rencontrer dans cette espèce de nouvel univers magique et qui va lui créer une espèce de seconde famille. Tous les personnages sont assez hauts en couleur, ils sont très rigolos, c'est plein d'humour, plein de légèreté, avec une histoire d'amour plutôt chouette. Franchement très sympa, je l'ai lu en 2 jours à peine, il se lit vraiment très très bien. Et donc je vous partage une petite citation. Il arrive parfois des moments où la famille est un fardeau, Lénaïg. Si tes proches ne cherchent pas à te comprendre et ne souhaitent que te changer, peut-être est-il temps de changer de famille. Et une deuxième petite citation qui est un petit bout de dialogue qui m'a bien fait rire, qui est « Quel est ton plan ?» Le même que d'habitude, ne pas suivre le plan et lancer quelques feux de forêt au passage. Donc voilà, vous verrez si vous le lisez que l'héroïne est assez haute en couleur et que les choses partent vite un peu dans tous les sens. Franchement, c'est une lecture détente, fantasy et romantique que je vous conseille sincèrement. Autre lecture qui évoque des thèmes amoureux, mais cette fois-ci plus adulte du coup, c'est Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier, donc qui est un auteur québécois. Donc petite information, le livre est écrit du coup dans un français avec beaucoup d'expressions et de mots qui sont plus québécois que français de France. Donc à savoir quand même, moi je trouve pas que ça arrête la lecture du tout, et au contraire, enfin ça faisait partie un peu des choses qui m'intéressaient aussi dans le livre, de lire là aussi donc de la littérature étrangère avec un français un petit peu moins familier, même si ça se comprend, hein, c'est juste quelques expressions qui vont être un peu différentes. Et donc ça parle d'un jeune garçon donc, qui s'appelle Colin, qui a 16-17 ans et qui donc est au lycée, qui cache son homosexualité et qui en fait donc c'est tout le sujet un peu du coming out et de se découvrir un premier amour un petit peu adolescent et donc homosexuel, avec des sujets donc autour du harcèlement et enfin de la peur un peu d'être soi, de la peur de la découverte de son identité, la découverte de la sexualité, etc. Et donc chose importante aussi, le personnage principal, donc Colin, est fan de chez fan de Céline Dion, et donc le roman est ponctué de moments justement où il vit en fait les événements de sa vie, et notamment les événements émotionnels de sa vie d'adolescent via les chansons de Céline Dion, via cette espèce de passion qu'il n'arrive pas à partager parce qu'il a peur qu'on se moque de lui justement et que ça le catégorise un peu comme un loser quoi. C'est écrit donc à la première personne comme si c'était un peu des entrées de journaux intimes. Il y a certains chapitres d'ailleurs qui sont très très courts, d'autres un peu plus longs. Là aussi je l'ai lu extrêmement rapidement parce que
Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. Ça m'a même fait penser un petit peu à L'Attrape-cœur de Salinger, qui est un livre que j'aime beaucoup, que je vous conseille sincèrement, avec ce style vraiment très brut et très personnel, du coup, où on a juste la façon dont c'est écrit, je trouve que ça vaut le détour juste pour le style littéraire. Je pense que j'irai fouiller un petit peu dans la bibliographie de Jean-Michel Fortier, puisque visiblement c'est son 4e roman. Donc je suis assez intéressé de lire ce qu'il a fait d'autre. Et là aussi, donc, je préviens, malgré les thèmes qui peuvent sembler parfois un peu difficiles, parce que ça parle aussi de mort, de maladie, etc. J'ai trouvé ça très doux. Et c'est un vrai, je trouve que c'est une vraie porte ouverte sur les personnes qui se sentent un peu à part, qui se sentent un peu perdues, même à l'âge adulte, hein. D'ailleurs, c'est un livre qui se vend plutôt dans les catégories adultes de magasins, hein. On n'est pas sur un livre jeune adulte. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, même sans être fan du tout de Céline Dion, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est un livre que je vous conseille sincèrement, et je vous partage donc 2 petites citations pour vous donner un petit peu la vibe du livre. Donc la première: plus le temps passe, plus la vérité m'obsède. Pourtant, je perpétue un grand mensonge qui m'aspire lentement, sans discontinuer, à la manière des sables mouvants. Et la deuxième citation: avant aujourd'hui, si on avait voulu tourner le film des moments marquants de ma vie, il n'y aurait rien eu à montrer. Maintenant, ce film durerait 3 minutes. Donc ça, c'est juste après la rencontre avec le personnage de Yann Moreau, qui devient son intérêt romantique, et donc effectivement tout son monde ensuite interne se met à tourner autour de ce garçon. Il y a vraiment ce côté premier amour adolescent très intense. J'ai adoré. Franchement, très belle lecture qui fait aussi partie de mon top 3-4 de ce début d'année. Vraiment très beau, et c'est le livre sur lequel j'ai fini le mois de juin, puisqu'ensuite les autres sont à cheval sur juillet. Donc je vous en parlerai sans doute à la fin d'année, ou un peu plus tôt, parce que là je remarque que ça fait quand même beaucoup de livres à vous partager en une seule vidéo. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite sélection de mes coups de cœur littéraires de ce début d'année 2026 vous a plu. Toutes les références des ouvrages dont j'ai parlé seront bien évidemment dans la description YouTube. N'hésitez pas donc à me dire si vous avez aimé ce sujet et ce format. En attendant une prochaine vidéo YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok, notamment Instagram, c'est là où je suis un peu le plus présent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et que les livres et la magie soient avec vous. À bientôt.